Donc peut-être me présenter un petit peu pour que, pour que vous me situez un petit peu. Donc je suis enseignant-chercheur donc, à l'Université d'Orléans et j'ai fait une thèse sur la mémoire ouvrière. Donc mes thèmes de spécialité sont plutôt la classe ouvrière, ce qu'on appellera aussi les classes populaires, la mémoire au sens social du terme. Depuis quelque temps, je travaille aussi sur les questions de l'ordinaire et je travaille aussi sur des questions d'ordre plus épistémologique, c'est-à-dire la manière dont on mobilise les méthodes qualitatives en particulier, enfin, c'est en tout cas ce qui m'intéresse, et toutes les questions qui sont afférentes à la mobilisation de ces méthodes en sociologie, c'est-à-dire les questions qui sont d'ordre évidemment épistémologique, mais celles qui sont aussi à l'articulation de l'épistémologie, c'est-à-dire les questions éthiques, les questions méthodologiques, etc. Je tiens à préciser que je m'intéresse à la question de l'espace. J'aurais aimé la travailler davantage dans le cadre de ma thèse de doctorat. Il se trouve que la thèse se fait sur un temps limité, donc on est obligé de faire des choix. Et donc la question de l'espace et du rapport de l'espace à la mémoire va irriguer un petit peu l'ensemble de ma thèse, mais je vais y consacrer 2 études. Au moment où je commence ma thèse en 2008, je vais travailler sur la requalification d'un ancien site industriel dans la ville où j'habite, à Vierzon, dans le centre de la France. Et dans cette étude, je vais essayer de montrer, par rapport à la requalification de ce site industriel, que la requalification de ce site industriel, si on le définit au sens matériel, c'est aussi l'espace d'une représentation collective et l'espace de ce que j'ai appelé un espace mémoriel. Et j'ai été un petit peu plus loin dans cette affirmation en disant que l'espace matériel est un espace mémoriel, mais celui du groupe dominant. Le groupe dominant, c'est-à-dire celui qui va avoir à gérer la requalification du site industriel. En l'occurrence, il s'agit d'un site qui était situé en plein centre-ville de Vierzon sur un espace de 7 hectares, donc c'était quand même relativement conséquent. Donc le groupe dominant englobe à la fois les élus, mais aussi tous les soutiens à ces élus, c'est-à-dire souvent, enfin dans le cas de Vierzon, c'était les journalistes locaux, les membres des associations patrimoniales, etc. Et puis la deuxième étude que j'ai réalisée, ça a été au sortir de ma thèse. J'ai soutenu ma thèse en 2013. Il se trouve que j'ai eu la chance d'enchaîner tout de suite sur le concours de maître de conférence. Et en juillet 2014, donc j'ai été à Berlin, où j'avais déjà été une première fois. Et ce dont je vais vous rendre compte, c'est donc une étude qui a été réalisée sur quelques jours, qui a fait l'objet d'une publication sous la forme d'un article scientifique, l'intitulé étant devant le mémorial, derrière le paradoxe. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une version simplifiée de cette étude. Alors, afin d'éviter tout malentendu, je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste des mémoriaux. C'est donc moi, en tant qu'expert, que comme promeneur, au sens de Jean-Jacques Rousseau, au sens de Walter Benjamin, que je vais inscrire cette intervention. Une intervention qui s'intéresse à ce que l'historien Pierre Nora appelle un lieu de mémoire. J'ai quelques réserves sur l'utilisation du terme de lieu de mémoire, parce que chez Nora, Nora intègre peu la dimension interactionniste, alors qu'elle me semble essentielle dès lors qu'on applique une analyse par observation de type empirique. Donc j'utiliserai le terme de lieu de mémoire parce qu'il est passé dans le langage commun, mais j'utiliserai aussi 2 autres notions, la notion de lieu mémorial ou la notion d'espace mémorialisé. Dans les 3 cas, les 3 notions, dans mon esprit, revêtent un petit peu la même chose. Donc l'intervention porte sur un lieu de mémoire particulier, puisqu'en fait il s'agit du mémorial pour les Juifs assassinés d'Europe de l'architecte états-unien Peter Eisenman. Et pour dire les choses de manière plus précise encore, cette intervention porte sur les pratiques de visite au sein de ce mémorial, telles que ces pratiques se sont données à saisir sur une série d'observations, comme je vous l'ai dit, en juillet 2014. Alors, ne pas être un spécialiste des mémoriaux n'empêche pas d'être pleinement conscient de l'importance du rôle joué par l'espace dans toutes les dimensions de l'activité humaine, même les plus intimes. Et pour faire le lien avec la question de la mémoire,
On sait que la spatialité est un support privilégié, ça a été soit dit de manière très explicite hier, soit de manière plus implicite. Donc la spatialité participe au maintien et au rappel des souvenirs. Et le sociologue de la mémoire, celui qui est considéré comme l'inventeur du concept de mémoire collective, Maurice Halbwachs, ne s'y trompe pas, parce que dans son ouvrage de 1925, qui s'intitule « Les cadres sociaux de la mémoire », Halbwachs nous rappelle que l'espace peut conduire à un double mouvement, un mouvement de remémoration, enfin un double mouvement de remémoration, d'une part d'accession des éléments du passé, mais aussi de conscientisation du changement. La littérature regorge d'un certain nombre d'exemples qui illustrent ce lien dialectique entre l'espace et la mémoire. C'est l'exemple du peigne cassé chez Jean-Jacques Rousseau, c'est l'exemple de la grive chez Chateaubriand, c'est évidemment célèbre exemple proustien de la Madeleine. L'enquête que je vous propose sur le mémorial s'inscrit dans ce que certains sociologues appellent la mémorialisation. Alors je vais vous définir la mémorialisation telle que je l'entends ici dans cet exemple. Donc la mémorialisation désigne ici le processus par lequel les événements historiques, en l'occurrence la Shoah, fait l'objet d'une mise en sens particulière qui va être institutionnalisée, comme on va le voir, afin que perdure dans les consciences, de manière la plus large possible, la connaissance de cet événement. Alors je vous propose de concrétiser tout de suite mon propos. Alors je vais commencer donc par une présentation du mémorial sous forme de caractéristiques générales. Donc là, vous avez une vue du monument au moment de sa construction. Alors là, vous avez un monument qui est situé donc, dans le centre de Berlin. Il s'agit d'un monument au sens matériel du terme, qui a été construit dans l'ancien jardin des ministères, qui est devenu un no man's land pendant la guerre froide, au sud du quartier du Mitte, lui-même situé historiquement, comme son nom l'indique en allemand, au centre de Berlin. Je pense que je dois avoir une carte après. Donc là, vous avez une deuxième vue du monument tel que vous pouvez le découvrir aujourd'hui. Donc le monument est situé, comme je viens de le dire, dans le quartier du Mitte, et dans ce quartier, au nord du mémorial, vous avez la porte de Brandebourg. Un peu plus au nord, vous avez encore le palais du Reichstag, le Parlement allemand. Et puis sur la partie est, vous avez l'île au musée. Sur la partie sud, là, on est soit vraiment dans le sud du quartier du Mitte, soit sur un autre quartier. Donc vous avez la Potsdamer Platz, la topographie de la terreur, Checkpoint Charlie et puis le musée juif. Le terme allemand pour désigner le mémorial est Denkmal, et c'est un terme qui renvoie à l'idée que le monument est associé à la mémoire nationale, c'est-à-dire une mémoire officielle. Et le terme de Denkmal se différencie du Mackmal, qui lui fait allusion à un passé négatif, c'est-à-dire ce que les États vont passer sous silence ou ce qu'ils refoulent. La construction du mémorial ne s'est pas fait sans difficulté. Elle revient à l'initiative d'un groupe de citoyens, notamment l'animatrice de télévision Léa Roche et l'historien Eberhard Jackel. Et selon la sociologue Régine Robin, la citation est extraite de son ouvrage Berlin Chantier. Au départ, en 1988, l'idée était de faire édifier un mémorial dans le district où s'était établi le siège de la Gestapo, qui n'était plus qu'un vaste terrain vague. On avait découvert ces chambres de torture et un premier circuit permettait aux visiteurs de se rendre compte de l'horreur du lieu, topographie des terreurs, en attendant de savoir s'il y aurait un musée. La chute du mur remit le problème au devant de la scène, d'autant plus que le lieu envisagé n'était plus un bout du monde, mais se trouvait en plein centre du Nouveau Berlin, à proximité de la Potsdamer Platz, c'est-à-dire ce qui allait devenir un mini Manhattan. Politiquement, la construction du mémorial va être rendue possible parce qu'elle va connaître un écho favorable en la personne du chancelier allemand Helmut Kohl. Et ce soutien permet l'organisation d'un premier concours d'architecture. Donc, je vous ai repéré quelques dates qui me paraissent importantes.
1995, le lancement donc, du premier concours d'architecture auquel va participer Peter Eisenman. Et Peter Eisenman sera associé à un sculpteur qui s'appelle Richard Serra et qui ne participera pas au deuxième. Le premier concours est organisé, il va déboucher sur un non-résultat. Un deuxième concours est organisé en 1997. Peter Eisenman se repositionne, il va présenter un projet sans Richard Serra, donc un projet qui va être reparamétré, redimensionné. Et en fait, Peter Eisenman va obtenir ce concours. 99, le vote de la construction par le Parlement, sachant qu'il s'agit du premier mémorial national de la Shoah qui va être érigé en Allemagne avec la participation de l'État fédéral. Début de l'édification en 2003 et inauguration officielle en 2005. Alors, le dispositif de Peter Eisenman est constitué de 2711 stèles de béton d'inégale hauteur, disposées de manière rectiligne, comme vous le voyez sur la photo, et uniforme, sans espace central, sur un terrain concave de 19 000 mètres carrés. Le monument est une métaphore d'un champ de pierre tombale. J'utiliserai peut-être tout à l'heure le terme de forêt de stèles. Et pour certains, il est censé évoquer l'ancien cimetière juif de Prague. Pour d'autres, il renvoie au cimetière juif du Mont des Oliviers à Jérusalem. Il n'en reste pas moins que, et là je crois que vous pouvez le voir très clairement sur la photo, que le champ de stèles est un espace indifférencié qui peut renvoyer aussi bien aux victimes qu'à leurs bourreaux. L'objectif recherché par l'architecte était ailleurs. Il était celui de dénoncer le caractère déshumanisant de toute rationalisation poussée à son paroxysme, à son extrême. Précisément, voici ce que disait Peter Eisenman à propos de son projet. Alors, la syntaxe est très particulière, donc je risque de buter un petit peu. Mon projet suggère que quand un système supposément rationnel et ordonné devient trop grand et disproportionné par rapport à son objectif original, celui-ci perd le contact avec la raison humaine. Il commence alors à révéler ses dérèglements internes et le chaos potentiel présent dans tous les systèmes prétendument fondés sur l'ordre. C'est l'idée comme quoi tous les systèmes fermés et fondés sur un ordre fermé sont condamnés à l'échec. Le mémorial est librement accessible au public toute l'année, 24 heures sur 24. Donc là, vous avez une vue aérienne du mémorial. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mémorial est composé donc, du champ de stèles, et en dessous de ce champ de stèles, j'imagine que c'est ici, là vous avez le centre d'information et de documentation, qui lui aussi est gratuit, mais par contre qui est limité en termes d'ouverture. Je vous propose de passer aux différentes fonctions du mémorial. J'en ai listé 5 qui me paraissent essentielles. D'abord, évidemment, la fonction commémorative. Par définition, le mémorial des Juifs assassinés d'Europe est un monument funéraire, ou pour être plus précis encore, un monument aux morts. Et les monuments aux morts répondent généralement à 3 critères: la visée collective, l'hommage aux disparus et le devoir de souvenir. Et dans le cas du monument berlinois, comme son nom l'indique, il a été érigé pour célébrer le souvenir des victimes juives de la Shoah. Deuxième fonction, la fonction normative, c'est-à-dire que l'édification du mémorial berlinois participe d'une certaine forme de normalisation. Elle s'origine dans un contexte particulier, en premier lieu celui de la réunification allemande, et en deuxième lieu, dans le renouvellement des générations, celui de la disparition des derniers témoins vivants de la Shoah. S'il existe à Berlin nombre de mémoriaux relatifs à l'extermination des Juifs, monuments pérennes ou installations éphémères, le projet de Peter Eisenman n'en revêt pas moins un caractère emblématique, puisque en raison du fait qu'il est le premier mémorial de la Shoah élevé en Allemagne avec le soutien de l'État fédéral, en raison aussi de ses dimensions et de la place qu'il occupe dans le tissu urbain, il sonne en effet comme une réponse affirmée de lutte contre l'oubli. Par ailleurs, il témoigne de la volonté d'un pays d'assumer la part sombre de son histoire, et dans les deux cas,
la construction du monument a été l'occasion pour l'Allemagne, nouvellement issue de la réunification, de donner à ses partenaires, en particulier les partenaires européens, un gage de légitimité, de respectabilité. La troisième fonction, la fonction référentielle. Alors, si le dispositif architectural d'Eisenman est un lieu de mémoire, avec un lieu de mémoire, un lieu mémorial, un espace mémorialisé, il n'est pas proprement parlé un lieu d'histoire. Ainsi, pour prendre un des symboles les plus emblématiques de la solution finale, il se différencie, par exemple, d'Auschwitz-Birkenau, dans la mesure où le camp de concentration et d'extermination constitue une trace matérielle, une trace palpable, une trace tangible de l'événement, alors que lui, le monument berlinois, n'en est qu'une traduction, n'en est qu'une formalisation, n'en est qu'une figuration. Et par là, il ne fait pas fonction de preuve au sens strict, mais plutôt de rappel historique. La fonction pédagogique, cette fonction est liée à la présence en dessous du champ de stèle d'un centre d'information et de documentation, sachant que Peter Eisenman était opposé à l'ajout de ce centre parce qu'il estimait que son rôle informatif allait à l'encontre de l'effet voulu pour le mémorial lui-même, c'est-à-dire une interprétation ouverte. Et cinquième fonction, la fonction économique. De toutes les grandes métropoles européennes, Berlin est sans doute celle qui cristallise le plus l'histoire du XXe siècle, portant comme aucune autre les stigmates de la Seconde Guerre mondiale, mais également celles de la guerre froide. Des traces qui sont laissées, le sont à travers... enfin, les traces qui sont laissées par les événements historiques le sont à travers la matérialité, donc les monuments qui sont patrimonialisés, les mémoriaux, les musées, mais elles le sont aussi dans ces vides. Et là, je vous renvoie au très joli livre de Sophie Kahl qui s'appelle « Souvenirs de Berlin ». Donc ces traces concourent à faire de la métropole berlinoise une destination touristique de premier plan, et avec un demi-million de visiteurs annuels, il va sans dire que le monument de Peter Eisenman participe évidemment à ce mouvement d'ensemble et à la dynamique économique qui le sous-tend. Je vais maintenant vous proposer la méthodologie que j'ai mobilisée en partant comme principe que l'individu n'est pas un réceptacle passif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose ce préalable, on autorise une observation d'un certain nombre de choses qui, moi, m'ont surpris. Bon, la première fois que j'ai entendu parler du mémorial, avant de passer le concours de maître de conf, j'avais été enseignant dans le secondaire et j'avais participé à un séminaire pour des enseignants du secondaire autour de l'éducation de la Shoah. Et il y avait une intervenante qui nous avait fait une présentation un peu de la construction de ce monument. Ça m'avait beaucoup intrigué. Je m'étais dit, quand j'irai en Allemagne, j'irai absolument voir ce monument parce que ça me fascine, quoi, ça m'intéresse. Je vais à Berlin en 2007 pour la première fois, et c'est vrai que quand je suis arrivé sur ce lieu, pour le sociologue que je suis, ça m'a complètement intrigué. Alors je me place vraiment du point de vue de l'analyse et pas celui de la morale. Hein. Je cherche pas, c'est pas mon propos. Donc ça m'a intrigué de découvrir ce que je pouvais découvrir. Et je m'étais dit, bon, quand j'aurai le temps, je retournerai à Berlin, j'essaierai d'y faire quelque chose. J'y suis donc retourné en 2014. Comme je vous l'ai expliqué, je sortais d'une thèse qui avait été assez longue, qui m'avait pris beaucoup de temps, qui m'avait beaucoup mobilisé. Et j'avais beaucoup travaillé beaucoup travaillé sur de l'archive et beaucoup travaillé sur des entretiens de type sociologique. Donc là, j'avais envie d'être sur un dispositif le plus simple possible. Et en fait, je me suis souvenu que j'avais lu, lorsque j'étais étudiant, un livre qui s'appelait « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien » de Georges Perec. J'étais très content hier de découvrir la citation de Perec dans l'exposition. Je me suis dit qu'il y avait une continuité, une proximité intellectuelle qui est toujours rassurante
pour quelqu'un comme moi. Donc je me suis souvenu de ce livre. Alors pour situer le livre, Georges Perec va se poster dans différents endroits de Paris, en particulier dans des bistrots, et il va noter tout ce qu'il voit dans son champ de vision. Ça participe d'un projet plus large, d'un projet qui tend chez lui à réfléchir à la question du lieu, autant alors il y a la question de la mémoire qui est évidemment centrale comme chez Proust, mais contrairement à Proust qui travaille plutôt sur le temps, Perec à mon avis travaille beaucoup plus sur la question des lieux. Et sur la question des lieux, ce qui va l'intéresser, c'est de saisir l'infraordinaire, le terme a été utilisé hier dans le cadre d'une intervention, l'infraordinaire, le bruit de fond, enfin toute cette texture du social. J'avais lu ce petit ouvrage qui est vraiment, il fait à peine une centaine de pages. J'étais donc étudiant à l'époque et ça m'avait fasciné en même temps, mais je me suis dit mais comment je vais pouvoir un jour l'utiliser pour faire de la sociologie. Et je m'en suis souvenu et je me suis donc appuyé sur ce dispositif très simple, c'est de l'observation, ce qu'on appellera l'observation directe, c'est-à-dire l'observation in situ. Et là en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que je me suis posté à différents endroits du mémorial, en particulier, enfin je me suis limité au champ de Staël. Alors, je ne me souviens plus si je vous avais mis une... Donc ça, c'est le journal de bord, c'est pas très grave. Donc, je me suis posté à différents endroits du mémorial sur une dizaine de jours et pendant 1 heure, j'ai noté tout ce que je voyais en intégrant aussi tout ce que j'entendais et tout ce que je pouvais aussi ressentir. Et j'ai constitué donc un journal d'enquête. Et c'est sur la base de ce journal d'enquête, c'est là où on peut faire le lien avec l'exposition, c'est qu'il y a une forme d'inventaire dans ce travail-là. Et sur un plan méthodologique, ce qui est intéressant, c'est ensuite de dégager de ce que l'on a pu observer, sur une série d'observations qui sont différentes dans le temps, toutes les récurrences et toutes les différences. C'est sur la base de cette différenciation, récurrence enfin, sur la base de toutes ces récurrences et sur la base de toutes ces différences que j'ai en fait fondé mon travail. Alors, je tiens à préciser qu'en plus de ce journal d'enquête, là vous avez un extrait, je vais vous lire un des premiers paragraphes. Assis au milieu d'un groupe d'Asiatiques plus ou moins âgés sur l'une des premières stèles du mémorial, faisant face à l'ensemble du site, c'est-à-dire tournant le dos à la Eberstrasse et laissant derrière elle le parc de Tiergarten, l'ambiance est joyeuse, bon enfant. Un jeune Asiatique prend en photographie un autre membre du groupe, tout aussi jeune que lui, avec un téléphone portable. La femme assise derrière moi me donne 2 coups dans le dos, involontairement, elle s'excuse. Donc c'est sur la base de ce journal, mais aussi complété d'un travail documentaire et d'un travail bibliographique. Il se trouve qu'en faisant ce travail documentaire et bibliographique, je m'étais rendu compte que moi, ce qui me faisait sens dans ce mémorial était en fait très peu traité ou pas traité dans les études. Donc je me suis posté sur plusieurs jours, à différents moments de la journée, à différents endroits du monument, et il s'agissait à chaque fois de noter depuis cet emplacement donc tout ce que je pouvais voir ou entendre sur une durée d'1 heure. Alors la méthode permet de repérer les différentes formes d'appropriation. Elle permet également de mettre en évidence les conditions, en particulier symboliques et matérielles, par lesquelles le dispositif architectural des Heinemann, alors même que la principale fonction est la commémoration, favorise très largement l'expression de comportements qui vont être, comme on va le voir, associés à la société de consommation. C'était ce qui me troublait en fait quand j'avais observé la première fois ce mémorial. Donc il n'est pas inutile de préciser toutefois que la dimension paradoxale est d'autant plus facile à saisir que la campagne d'observation que j'ai réalisée en 2014 est intervenue dans un contexte estival, c'est-à-dire propice à la présence massive in situ de touristes. Alors, je vous propose je vous propose mon analyse. Elle s'organise en 2 points. L'organisation symbolique de l'espace mémorialisé. Alors, pour commencer, notons que si l'espace du mémorial est librement accessible au public, il n'en reste pas moins réglementé. Il existe une signalétique qui est discrète, qui précise qu'il est interdit de grimper sur les stèles, d'y faire du bruit, d'y fumer, d'y consommer des boissons alcoolisées. La première fois que j'étais à Berlin, je dois dire que cette signalétique, je ne l'ai pas du tout repérée. Je l'ai vraiment repérée quand j'ai fait ce travail d'observation un peu plus précis. Il faut dire qu'elle est vraiment... il faut chercher pour la trouver. Des gardiens
au nombre de 2 lors de mes différentes observations, veille par ailleurs à ce que les consignes soient respectées. Notons également que si le personnel de surveillance accepte que l'on s'assoie sur les premières stèles qui matérialisent l'entrée du mémorial, il en est autrement dès que l'on pénètre plus à l'intérieur. Pour concrétiser mon propos, je reviens sur la carte. Donc en gros, quand vous êtes ici, si vous vous asseyez sur les premières stèles, les gardiens ne vous diront rien. Par contre, si vous rentrez dans le mémorial et vous commencez à vous asseoir sur celles qui sont par exemple situées ici, là il y a une intervention des gardiens lorsqu'ils sont présents, parce qu'en fait, il faut imaginer que le lieu est quand même très, très important. Si les gardiens se situent par exemple dans cette partie ici et qu'il se passe quelque chose ici, évidemment l'intervention ne se fera pas. Notons donc le fait de se tenir debout, plus encore celui de courir d'une stèle à l'autre, fait l'objet d'une intervention express des gardiens lorsqu'ils sont présents. La majorité de ces interventions concernent justement des visiteurs qui sont en train de courir. Le principal mode opératoire consistant alors à réprimer ces personnes à l'aide d'un sifflet. Je ne vous cache pas que dans tous les cas observés, l'effet est immédiat, mais que, bon, c'est évidemment violent, c'est d'une violence indiscutable, mais que les gardiens mettent aussi en œuvre d'autres types de médiation, pour le coup beaucoup moins violentes, comme la discussion. Bon, on le voit, sociologiquement, l'espace du lieu de mémoire n'est pas limité à la seule fonction commémorative. Il est celui dans lequel s'expriment des comportements hétérogènes, eux-mêmes soumis dans l'ordre symbolique à une division hiérarchisée. Et là, je vais m'appuyer sur les travaux du sociologue Erving Goffman, qui est un microsociologue. On peut, à mon avis, dans ce mémorial, dans cet espace mémorialisé, différencier 2 types d'usages, les usages que j'ai appelés primaires et les usages que j'ai appelés secondaires. Alors par là, les usages primaires désignent les formes pratiques d'appropriation qui relèvent de la dimension mémorielle. Ces formes sont principalement associées aux conduites commémoratives et se cristallisent sur un plan corporel dans l'adoption par les visiteurs des codes du recueillement, comportements silencieux, attitudes contemplatives, gestuels contenus, etc. Elles peuvent également être liées aux conduites éducatives, en témoigne, lors de mes différentes observations, de la présence de lycéens, et avec elles, évidemment, le travail de médiation qui va être effectué par les enseignants, le travail d'explication et de mise en perspective du phénomène génocidaire. En considérant qu'il existe des usages primaires et que ceux-ci sont conformes à la principale fonction d'un mémorial, c'est-à-dire la commémoration, on peut alors parler d'usages secondaires pour désigner les autres formes concrètes d'appropriation, plus particulièrement celles qui se réfèrent à la dimension touristique. Alors, je tiens à préciser que dans le cas extrême, sachant que personnellement je n'ai pas eu à en observer, on peut évidemment inclure dans ces catégories d'usages secondaires les pratiques à caractère antisémite. Pour s'en tenir aux seuls éléments observés dans l'enquête, nous pouvons remarquer que si l'espace du lieu de mémoire, les usages primaires sont légitimes, il en est autrement des usages secondaires, et il en résulte que le contrôle opéré par les gardiens sur les touristes est variable selon la nature des transactions mobilisées et leur degré de transgression. Donc usage primaire, usage secondaire, des usages qui sont, pour utiliser un terme bourdieusien, qui sont légitimes, et d'autres qui ne le sont pas. Deuxième élément d'analyse, ce que j'ai appelé l'espace du mémorial comme espace paradoxal. Paradoxalement, alors même qu'il légitime les usages primaires, l'espace du lieu de mémoire concourt aussi au développement des usages secondaires. Et plus encore, notamment durant la période estivale, il favorise la relégation des usages primaires au second plan. De ce point de vue, la campagne réalisée en juillet 2014 permet de constater que le lien entre le mémorial et le tissu urbain qui l'environne, et que ce lien entre mémorial et tissu joue un rôle déterminant. Dans la cartographie des lieux touristiques berlinois, le mémorial, vous l'avez vu tout à l'heure, occupe une place de premier choix. Je vais vous remettre la carte. Donc il a une place de premier choix. Bon, on a identifié tout à l'heure donc le mémorial qui se trouve ici, la porte de Brandebourg qui se trouve ici, le Reichstag qui se trouve ici, la Potsdamer Platz, donc les autres monuments. Il y a aussi l'île au musée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bon, généralement l'été,
Les touristes, souvent, viennent en groupe. Alors, il y a deux types de groupes de touristes. Il y a les touristes qui viennent dans le cadre d'une organisation formelle, d'une mise en circuit opérée par des opérateurs. Et puis, il y a des groupes de touristes qui viennent en famille. Et ce qui se passe généralement, c'est que les touristes, sur la base de mes différentes observations, alors on imagine qu'ils viennent du nord, donc par exemple du palais du Reichstag ou de la porte de Brandebourg. En fait, ils vont arriver sur le mémorial. Donc ils arrivent sur le mémorial. Là, il faut imaginer que vous avez en plus l'ambassade des États-Unis. Donc ils arrivent sur cette partie-là. Ils parlent évidemment pas forcément allemand. Il n'y a pas forcément d'identification au lieu. Donc ils arrivent là, dans ce mémorial. Et en fait, ben voilà, ils sont encore dans l'esprit vacances, quoi. Là, pour dire les choses aussi telles qu'elles me sont arrivées, la première fois que j'étais à Berlin, c'était donc en 2007. J'ai l'habitude de beaucoup voyager et de beaucoup marcher. Et quand j'étais à Berlin en 2007, je suis arrivé dans le mémorial. Enfin, je marche, j'ai en plus tendance à marcher un peu à la Rousseau. Donc, je suis arrivé dans le mémorial, je ne m'en suis pas aperçu, quoi. Enfin, je me disais, tiens, c'est quelque part par là. J'étais pris dans mes pensées. Je suis arrivé dans le mémorial, j'ai levé la tête. Je me suis dit, je suis dans le mémorial. Dans la conscience que j'étais dans le mémorial. Évidemment, celui qui n'a pas la conscience du lieu va le prendre pour autre chose que ce qu'il est. Il faut imaginer aussi que dans le quartier du Miteux, vous avez des centaines de commerces de souvenirs, des commerces de bouche, cafés, restaurants, etc. Et pour se limiter à la localisation du mémorial, là vous avez la Cora Berliner Straße, et sur la Cora Berliner Straße, vous avez des boutiques de souvenirs, des lieux où vous pouvez vous restaurer. Donc là, on est vraiment dans un endroit où s'exprime pleinement la société de consommation. Donc là, les différents lieux que je vous ai montrés tout à l'heure sont donc propices à l'organisation de circuits, comme disent les géographes. Et d'une manière générale, les touristes viennent visiter le champ de Stel, enfin ceux qui viennent le visiter s'y rendent donc en groupe, comme je l'ai dit, en passant d'un site à l'autre de manière souvent indifférenciée, en s'arrêtant souvent dans des établissements de bouche et autres commerces de souvenirs implantés à proximité. Et de la sorte, les flux continus de touristes participent à la transformation de ce lieu de mémoire en une sorte de lieu de loisir, ou pour utiliser le terme qui va être qualifié par Andreas Wissen, c'est en bien de consommation. En l'état, seul le centre d'information, c'est-à-dire la partie la plus formalisée du mémorial, échappe encore, et pour évidemment les raisons que l'on devine. Une fois sur place, cette catégorie de visiteurs participe généralement elle se constitue en groupe, et ce qui se passe généralement, c'est qu'elle prend des photographies. Donc, photographies souvent sans réserve, avec ce constat que, conséquence du développement des nouvelles technologies, il ne s'agit pas tant, dans la plupart des cas, de photographier le mémorial que de photographier ou de se faire photographier dans le mémorial. Au demeurant, ces séances photographiques peuvent donner lieu à des situations qui sont plus ou moins drôles. Et dans l'exemple suivant, il est extrait de mon journal de recherche. À ma gauche, à environ 7 mètres, un visiteur observe un couple. La femme s'allonge sur une stèle. L'homme, dont on peut imaginer qu'il est son compagnon, se tient debout devant elle. Le visiteur continue à observer le couple. La femme s'engage alors dans un mouvement de torsion corporelle comme si elle participait à une séance de stretching. Impression d'être dans un club de gym. L'homme photographie la femme, elle, arbore maintenant un large sourire, le visiteur prend en photo le couple à la dérobée, lui aussi arbore un large sourire. En dehors des séances photographiques, le phénomène s'observe aussi lorsque les touristes passent d'une stèle à l'autre, souvent en courant et au risque parfois de provoquer un accident, ce à quoi j'ai d'ailleurs assisté lors d'une de mes premières observations. C'est le cas également lorsque, à même le sol, ils arpentent les différentes allées du champ de stèle. Cette idée que l'espace du lieu de mémoire se confond avec un espace ludique, avec une aire de loisir, est par ailleurs confortée avec d'autres conduites qui s'y déploient. Pour citer celles que j'ai pu observer, le fait de se balader torse nu, le fait de manger une glace, le fait de fumer une cigarette, etc. Et là, vous allez comprendre tout de suite mon propos. Le dispositif, c'est un dispositif, là encore, qui a vraiment de plus simple. L'appareil photo a été posé sur une des stèles.
Et voilà ce qui se passe. L'émergence des conduites ludiques est renforcée par la structure même du monument berlinois. En effet, il ne s'agit pas d'un monument aux morts au sens traditionnel. Il s'agit, c'est-à-dire souvent un statuaire avec une inscription gravée occupant une place symboliquement marquante dans l'espace public et propice à l'organisation de célébrations rituelles. Il s'agit au contraire de ce qu'on appelle un contre-monument. Les contours matériels et les limites symboliques y font défaut. Ils sont flous, ils sont vacants, absence de barrières qui matérialisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrée dans le champ de stèle, absence de lieu central, absence de référence explicite à la Shoah, ce qui laisse évidemment au visiteur le choix d'opérer son propre rapport au passé. Cette absence de repères clairement identifiables incite alors ces mêmes visiteurs à adopter les codes du jeu, à adopter les codes du plaisir, les codes du loisir. Et le phénomène, de mon point de vue, est renforcé par la mondialisation des échanges, la méconnaissance des normes culturelles et langagières, accentuant l'effet de mimétisme. Le dispositif architectural des Zen-Men a été élaboré pour placer l'individu dans une situation favorisant l'expérience de la perte, l'expérience de l'oubli, l'expérience de la disparition. Il apparaît globalement que ce dispositif atteint son but, mais eu égard aussi aux comportements exprimés, c'est-à-dire les cris, les rires, les courses-poursuites, il convient d'admettre aussi que le mémorial, dans l'immédiateté du moment vécu, sert amplement de vecteur à l'expression des réminiscences des jeux de l'enfance, ce que l'architecte lui-même ne désavouerait sans doute pas. En effet, l'intention première des Zen-Man était de mettre le visiteur dans une situation d'instabilité, expérience de sa propre disparition dans le cadre de la forêt de Stèle, expérience aussi de la dimension écrasante de l'événement. Et c'est en fait le jeu dialectique entre ces deux expériences sensorielles qui devait donner au contre-monument sa dimension commémorative. Bon, il ne reste pas moins que dans une visée, enfin, il n'en reste pas moins que ce monument, qui s'inscrit dans une visée libérale et alternative, compte tenu de la structure urbaine dans laquelle le monument est inséré, compte tenu aussi du contexte de tourisme de masse mondialisé, n'est pas sans poser un certain nombre de questions. C'est justement sur une série de questions que je me propose de terminer mon intervention. Alors, pour résumer, au final, ce qu'on peut dire, c'est que l'enquête par observation qui a été menée dans le champ de Stèle permet de montrer qu'il y a des transactions qui s'opèrent, transactions opérées dans l'espace du lieu de mémoire, qui ne sont pas réductibles à la seule fonction commémorative ou didactique. L'espace du lieu de mémoire est en effet un lieu dans lequel s'expriment des comportements différenciés, qui vont du recueillement au jeu, en passant par des médiations éducatives, des comportements qui parfois sont amenés à alterner, à se combiner. Et plus encore, l'espace mémorialisé, celui duquel sourdent des conduites paradoxales, parce que, alors même qu'il incite à l'usage secondaire, le lieu, dans l'ordre symbolique, légitime, comme on l'a vu, l'usage primaire. En cela, le mémorial de la Shoah est un espace d'un conflit de signification au sens culturel du terme, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, d'une saturation, pour parler comme Régine Robin, résultant pour partie de l'action du tourisme de masse mondialisé et ayant pour conséquence de donner à ce lieu de mémoire des allures de non-lieu de la mémoire. Un autre aspect de cette création architecturale pose question. L'œuvre des Zen-Man allie la sobriété des formes rectilignes à la profusion des éléments. L'ensemble est d'une beauté indéniable qui retient l'attention et incite à l'attitude contemplative que l'on réserve à une œuvre d'art. Elle suscite une émotion esthétique. Alors peut-on dire, comme certains, parce que ça je l'ai lu, que cette caractéristique contribue à détourner le monument de cette fonction première, ou inversement, est-ce que la beauté solennelle du lieu, en suscitant l'émotion, voire l'admiration, ne contribue-t-elle pas à créer l'atmosphère du recueillement favorable au surgissement du souvenir? Et plus largement, peut-on dire, comme là encore certains l'affirment, que le dispositif architectural de Peter Zen-Man échoue dans sa fonction commémorative? Je dois dire que malgré le paradoxe, il me semble que l'enquête amène une réponse plus nuancée. Je crois que peut-être faudrait-il plus largement se questionner sur la notion de commémoration,
l'enquête ne permet pas de répondre à la série de questions que je vais vous soumettre. Donc la notion de commémoration, qu'est-ce que commémorer? Quelle attitude adopter dans un lieu de mémoire? En existe-t-il qui soit plus adapté que d'autres? Ainsi, les postures, comme celle du recueillement, de la contemplation, du silence, sont-elles les seules recevables, les seules possibles, les seules acceptables pour valider la situation de commémoration? Je vais vous citer une phrase de Laurence Potzelver. Je peux me souvenir qu'elle est anthropologue. C'est une phrase que j'avais lue dans un ouvrage qui date de 92. Potzelver écrit ceci: « La mémoire transfigurée en rituel d'évocation de l'événement sauve de l'oubli. Elle ne restitue pas le souvenir. » Et de même, peut-être faudrait-il se demander qu'est-ce que transmettre. Le travail de conscientisation est-il plus opérant et plus actif dans le temps lorsque de telles postures sont mobilisées? Merci.